Bonsoir, bon dimanche. Excellente célébration de l'Assomption à la communauté catholique nationale et internationale qui, comme vous le savez, célèbre cette fête religieuse aujourd'hui, dimanche 15 août 2021. Cette semaine, du moins ce dimanche, comme tous les dimanches, nous allons reparcourir l'actualité de la semaine pour l'analyser et la commenter à l'aune de l'invité. Et ce dimanche, nous avons évidemment un invité de très haute facture, très haute qualité. Il est bâtonnier, maître Charles Tchoungran a accepté, au regard de l'actualité de cette semaine, venir ici pour faire ce débrief. En perspective donc, on va parler de l'affaire Rebecca Enonchon, dont vous le savez, cet entrepreneur dans les hautes technologies a été interpellé mardi dernier avant d'être libéré. Une affaire qui évidemment a fait la chronique de l'actualité. Dépravation des mœurs, Monseigneur Samuel Cléden est monté également au créneau cette semaine pour dénoncer, interpeller et sensibiliser les uns et les autres au regard de ce qui se fait depuis quelques mois déjà à travers les réseaux sociaux et même dans les médias. On reviendra également sur le Covid-19 ou la Covid-19, c'est selon, avec ce rapport qui est entre la Chambre des comptes, l'Assemblée nationale, bref. On va en dire un mot, mais tout ceci se fait également sous fond des autres sujets de l'actualité qu'on va découvrir tout au long de cette émission. Monsieur le bâtonnier, bonsoir, bon dimanche. Bon dimanche, monsieur le député. Permettez que je me joigne à vous pour souhaiter bonne fête de l'Assomption à tous les chrétiens du monde entier et dire que je suis particulièrement heureux d'être votre invité ce soir. Peut-être pour planter le décor, je suggère qu'on fasse en un mot, qu'on regarde ce filet de la libération de Rebecca Enonchon et puis avec l'appui de Erin Gando qui réalise cette émission, nous allons tout de suite derrière avoir également ses premières réactions à la sortie du tribunal. Suivez plutôt. Prominent tech entrepreneur Rebecca Enonchon has been liberated today, August 13, 2021. Arrested on Tuesday, August 10, on the charges of contempt of court, Rebecca today regained her freedom with all charges levied against her dropped. The news was announced on her Twitter page earlier today, with her calling on the hashtag #FreeRebecca to retire, after it was trended by both the political and diplomatic class, demanding her release. It is worthy of note that the 54-year-old spent over 3 nights in police custody. On peut en dire. On aura peut-être l'occasion de revenir sur la réaction de la concernée dans d'autres éditions d'informations sur cette antenne même. Charles Tchoungran, je veux dire, quand vous avez appris l'interpellation de Rebecca Enonchon, une affaire qui, on le sait, ne date pas de cette semaine, que vous êtes-vous dit? Écoutez, lorsque j'ai été informé de cette interpellation, je me suis d'abord attelé à savoir ce qui se passait. Et lorsque j'ai eu quelques informations sur les faits pour lesquels elle était interpellée, je me suis entendu dire qu'il s'agissait d'un outrage à magistrat. Et puis je me suis dit, mais enfin, c'est quand même un véritable scandale. Parce que voyez-vous, l'outrage à magistrat, c'est une infraction multiple qui concerne l'outrage au chef d'État, outrage aux institutions. L'outrage à magistrat est une institution qui a été prévue par le Code de procédure pénale pour protéger les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions. Pour bien comprendre ce que cette infraction vise, en anglais, on appelle ça contempt of court. C'est-à-dire que vous avez offensé le tribunal. Et cet outrage, parce que le problème de traduction dans notre pays devient un grave problème. Je pense que cette affaire est la démonstration d'une, j'allais dire ça comme ça, d'une mauvaise gouvernance judiciaire. Je suis heureux que ce soit le grand patron, n'est-ce pas, de la justice qui ait mis un terme à cette cacophonie que doit la vouler. Le grand patron de la justice, le président de la République? Non, vous savez qu'il n'est pas là. D'accord. Donc c'est le ministre d'État. Okay. Je suis heureux que l'ordre d'arrêter ce cirque soit venu de la chancellerie, parce qu'il n'est pas normal que dans un état de droit, quel que soit le motif, quelle que soit la victime de l'infraction, que l'on utilise les pouvoirs que l'on détient pour humilier, n'est-ce pas,
un justiciable, je préfère employer le mot de justiciable, vous comprendrez pourquoi, et que l'on utilise les pouvoirs de l'État, du peuple camerounais, pour humilier un justiciable. Rebecca Enonchon, que je connais, a un domicile connu, a des garanties extraordinaires, et si elle avait commis une infraction, parce que je ne connais pas fondamentalement les faits pour lesquels on l'a mise en garde à vue, mais j'estime que si elle devait être poursuivie, le procureur aurait pu, n'est-ce pas, la mettre en accusation en la faisant comparaître libre. Mais le fait qu'on ait utilisé le système de la garde à vue, parce qu'en tant qu'avocat, et mes confrères le savent, lorsqu'on veut vous humilier ou bien vous obliger à faire des choses que vous ne voulez pas faire, à signer des chèques le week-end, on vous interpelle le vendredi pour vous libérer le lundi, et entre-temps, on met toute pression sur vous pour que vous cédiez aux demandes qui vous sont formulées. Je pense que l'interpellation, la mise en garde à vue de Rebecca était une façon de lui dire il y a plus fort que toi. Mais ce n'est pas la fonction de la justice. Dans un État, la justice a une fonction extraordinaire. C'est un des plus grands pouvoirs dans un État de droit. La justice est là pour apaiser, pour réconcilier, pour remettre en ordre les choses dispersées. Elle est là pour dire à chacun quel est son droit. Mais elle n'est pas là comme instrument, n'est-ce pas, d'autorité ou de vengeance. Voyez-vous, lorsque M. Debré, qui est le père de la Constitution française, avait indiqué dans la Constitution française qu'il ne veut pas qu'on parle de la justice comme un pouvoir, mais comme une autorité, quand le général de Gaulle lui a posé la question, mais pourquoi ce n'est pas le troisième pouvoir? Il lui a dit, mon général, l'autorité est supérieure au pouvoir. Et je pense que dans le texte et dans la pensée, l'autorité judiciaire est supérieure au pouvoir. Ceux qui sont chargés de rendre justice doivent savoir qu'ils ont une délégation de souverains, qu'ils ont cette autorité-là pour apaiser les conflits, les rancœurs et les passions. On ne rend pas justice dans la passion et dans la violence. Mais, évidemment, ça c'est les faits actuels, mais je veux dire que derrière quand même, il y a une affaire familiale, j'ai failli dire peut-être un drame familial, qui se produit après le décès du parent des personnes concernées, Charles, Rebecca et bien les autres membres de la famille. Est-ce que dans le fond, cette affaire ne vient pas justement démontrer que même au sein de la justice, autour de cette affaire qui dure depuis 2008 pratiquement, tout à fait, il y a également des questionnements? Écoutez, M. Dipita, en 2008, j'étais bâtonnier de l'ordre des avocats. Absolument. Et c'est moi qui ai accompagné le défunt, le seigneur avocate Enonchon. C'est moi qui l'ai accompagné. C'est moi qui ai fait son oraison funèbre. Vous comprendrez aisément qu'en tant qu'ancien bâtonnier, en tant qu'avocat, je ne puis me prononcer sur une question qui est encore en justice. N'est-ce pas? Effectivement, il y a des éléments qui peuvent justifier ce qui est arrivé. Mais rien ne justifiait qu'elle fût mise en garde à vue dans ces conditions-là. Voyez-vous, dire cela, ce n'est pas approuver le fond du dossier. Le fond du dossier appartient aux juges saisis et aux avocats constitués. Il ne m'appartient pas, et vous n'obtiendrez pas de moi, sur ce plateau prestigieux, d'entrer dans les méandres de ce débat familial. C'est un drame pour les Camerounais, parce que Enonchon, c'était quand même un grand avocat, fortuné, et voir que ses enfants se déchirent ainsi m'est insupportable. Comme m'est insupportable d'autres grandes fortunes. Je voulais penser à la famille Bonkam, qui aujourd'hui se déchire devant les tribunaux, à la famille Fotso, qui se déchire devant les tribunaux, dont les biens sont mis sous gestion judiciaire, sous séquestre, parce que ces enfants n'arrivent pas à s'entendre sur le fait qu'il faille s'asseoir, discuter la manière de pérenniser la mémoire de leur père. Je pense que ces grands capitaines d'industrie ne méritent pas le sort que leurs enfants leur font. Et c'est pour cela que je dis que la famille Enonchon est dans cette logique. Mais je voulais vous dire aussi que je salue, n'est-ce pas, les magistrats qui ont compris qu'il n'est pas possible de laisser les désordres s'installer dans les familles, parce que finalement, lorsque les désordres s'installent dans les familles,
lorsque les hôtels La Falaise, par exemple, sont mis sous séquelle judiciaire, ce sont les clients qui s'en vont, ce sont les fonds qui disparaissent, etc. Lorsque une succession comme celle du patriarche François Victor est mise sous séquestre, ce sont les enfants qui en pâtissent. Et le rôle de la justice, c'est de ramener le calme et de ramener la paix. Tout ce que je puis souhaiter pour Rebecca et ses frères, c'est qu'ils retrouvent le sens commun, le sens de la morale et le sens de l'apaisement. Mais au-delà de tout conformisme, j'ai failli dire, juridique et judiciaire, nous sommes dans une société africaine. Tout à fait. On connaît l'importance des patriarches. Tout à fait. On a envie de se demander, que fait l'élite? Je veux dire que c'est vrai, ce sont des biens privés. C'est vrai, ce sont des individus qui se sont fait des fortunes, qui ont des héritiers aujourd'hui. Mais en tant que personne, en tant qu'amis des défunts, en tant que ceux qui les ont accompagnés, côtoyés dans leurs affaires, conseillés, on s'interroge aujourd'hui, pourquoi est-ce que cette élite-là, ces patriarches-là, n'accompagnent pas, n'encadrent pas ces enfants? Parce que nous sommes dans un pays où le droit n'est convoqué que lorsqu'il y a des problèmes. Vous savez, on ne recourt au conseil juridique lorsqu'on a des difficultés. Alors qu'en réalité, le droit est à l'origine et à la fin de toute chose. Dans le système anglo-saxon, lorsque vous naissez, vous êtes accompagné par votre avocat. Lorsque vous passez votre première communion, vous êtes accompagné par votre avocat. Lorsque vous avez votre confirmation, vous êtes accompagné par votre avocat. Lorsque vous êtes inscrit à l'école, vous êtes accompagné par votre avocat. Lorsque vous entrez au collège ou au lycée, vous êtes accompagné par votre avocat. À l'université, il en va de même. Lorsque vous vous mariez, c'est exactement la même chose. On consulte d'abord l'avocat. Pourquoi? Parce que la question de la gestion commune des biens est quelque chose de fondamental, mais qui n'apparaît que lorsque soit on divorce, soit qu'on est décédé. Alors que si au départ, au moment où vous vous mariez, vous aviez réglé toutes ces questions-là, ça roule sans difficulté. Et puis, je voulais vous dire que, oui, vous avez cité, entre autres, deux patriarches. Mais il n'y a pas que ces deux patriarches. Je voulais parler d'un très grand homme que j'ai connu aussi, le patriarche Sopo-Priso, où la succession a connu les mêmes tracasseries et les mêmes déboires. Et la question aujourd'hui est-ce que les Camerounais sont conscients de ce que le droit est au début et à la fin de toute chose? Et que les avocats ne sont pas là que pour régler les problèmes. Ils sont là également pour les prévenir. Et je puis vous dire que s'agissant du cas dont vous avez parlé, notamment du patriarche Photo Victor, je fus un de ses avocats. Mais voyez-vous, l'histoire est ce qu'elle est. Et lorsque vous parlez à un patriarche qui n'a pas la capacité ou l'intelligence de vous écouter et de faire ce que vous lui conseillez, mais on n'est que des conseils. On ne peut pas décider à leur place. Et l'histoire du Cameroun aujourd'hui, elle est triste. Parce que nous avons des capitaines d'industrie aujourd'hui dont les industries vont être en difficulté parce que la justice s'en est mêlée à la demande De leurs héritiers. de leurs héritiers. Donc vous en appelez un peu à la réforme judiciaire dans ces domaines? Ah non, pas du tout. Je crois que, vous savez, l'article 1961 du Code civil est très clair. Lorsqu'un bien est disputé entre deux ou trois personnes, la justice a le droit, et je pense même le devoir, d'abord de protéger ces biens-là, afin que les contentieux qui opposent les prétendants soient réglés. C'est ce qui est fait. La justice n'est pas querellée dans ce cas. En fait, ce qui est querellé, ce sont ceux des enfants ou des héritiers qui refusent de s'asseoir avec leurs co-héritiers pour discuter des choses simples. Voyez-vous, dans l'affaire du patriarche Photo Victor, au départ, on pensait que tout était réglé. On nous a dit qu'il y avait un testament, que ce testament était authentique, et puis par la suite, on a découvert que ce testament n'était pas authentique. C'est ce qui a motivé les autres à dire, mais attendez, si le testament n'est pas authentique, comment se fait-il que tous les biens de notre père sont exfiltrés vers une fondation lambda en Europe, alors que notre patrimoine devait rester au Cameroun? Même l'État du Cameroun devrait s'en préoccuper. Quand on exfiltre la fortune d'un patriarche comme le père Photo Victor à l'étranger, alors que la majorité de ses enfants, de ses veuves sont au Cameroun, ça questionne non simplement ses co-héritiers et ses co-usufruitières, mais également l'État du Cameroun. Donc il était temps que la justice s'en mêle là pour d'abord calmer les passions
geler les biens, analyser la situation pour trouver une solution. Et moi, j'ai bon espoir que ceux qui sont dans le conflit permanent vont savoir raison garder et revenir à la table de discussion pour qu'on trouve la solution idoine pour assurer, n'est-ce pas, la pérennité, n'est-ce pas, du patrimoine et de la mémoire de ce grand patriarche de la République. Nous parlons de mémoire, je voudrais vous inviter à suivre une autre, une mémoire, une âme, une élite, une intelligence qui nous a quittés le 7 août dernier au Canada. Christian Pende-Ecoka, qui, comme vous le savez, a rendu l'âme des suites, selon des informations familiales, d'un cancer de pancréas. Et nous, nos reporters à Yaoundé, sont allés faire un état des lieux au domicile et puis voir ce qu'il en est. Suivez plutôt. Voici la résidence de Christian Pende-Ecoka à Yaoundé. Tout est bien fermé. Les agents de sécurité sur place ont la gentillesse de nous autoriser à prendre quelques images. Sans plus, car ils n'ont pas assez d'informations sous la main à nous donner, mis à part que toute la famille du défunt est à Douala à l'heure actuelle. S'il est une chose certaine, c'est qu'ils ne verront plus le patron des lieux. Car Christian Pende-Ecoka est décédé à Toronto, au Canada, de suite de maladies. Cancer du pancréas et diabète à 30 ans. Ces maladies avaient conduit l'économiste à faire le tour de plusieurs hôpitaux occidentaux en vue de se faire soigner. C'est finalement au Princess Margaret Cancer Center où il a dernièrement été admis pour des soins qu'il rend l'âme. L'on se souvient de lui en ce que, rentré au Cameroun en 1978 après avoir effectué les études d'ingénieur au Canada, en la faveur d'une bourse de l'Agence canadienne de développement international, il commence sa carrière comme ingénieur de chemin de fer, puis rejoint la Société nationale d'investissement où pendant plus d'une décennie, il est investment officer et directeur des études du projet. Pende-Ecoka initie et coordonne de nombreux projets dans différents domaines industriels et agro-industriels et de services parmi lesquels le chantier naval et industriel du Cameroun, des complexes agro-sucriers, une conservatrice alimentaire, l'entreprise des pêches industrielles et bien d'autres. Il fait son petit bout de chemin. C'est en 1996 que Christian Pende-Ecoka fait ses premiers pas en politique où il rejoint le RDPC, parti au pouvoir. Après quelques années de militantisme, il est nommé conseiller de Paul Biya. Pour des raisons qui ne lui convenaient pas, il quitte le navire. En 2018, il se lance corps et âme en politique et crée le mouvement Acte Agir, dont la devise est « Prenons notre destin en main ». À la veille de la présidentielle de 2018, alors qu'il est toujours conseiller du chef de l'État Paul Biya, Pende-Ecoka se rallie à l'opposant Maurice Kamto, candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC. Rappelons que Christian Pende-Ecoka est né le 21 mars 1952 à Douala. Il est marié et père de 3 enfants. Après le baccalauréat C qu'il passe brillamment au collège Liberman de Douala, il est sélectionné en 1971 par l'Agence canadienne de développement international. Puis, il est diplômé de l'École polytechnique de Montréal de finance et management. Tous ceux qui l'ont connu, et puis nous leur présentons nos sincères regrets et condoléances à la famille ainsi éprouvée. Vous avez connu Christian Pende-Ecoka. On a pu observer un cortège, évidemment, de messages tout au long de la semaine, en témoignage à la grande personne qu'il a été sur le plan intellectuel, sur le plan économique. Bien entendu, dans la galaxie de l'intelligence camerounaise. Absolument. Non seulement on se l'est connu, mais nous avons eu le plaisir au barreau du Cameroun de le recevoir dans le cadre d'un de nos séminaires de formation au Palais des Congrès de Yaoundé sous le bâtonnet du bâtonnier Niékamga Jackson. Le Cameroun, en la personne de Christian Pende-Ecoka, vient de perdre une grande élite. Je compare le départ de Christian Pende-Ecoka au départ d'un de mes patrons à l'université quand j'étais encore enseignant, le professeur Pouem Nchunjan. Absolument. Économiste également. C'est une onde de choc dans l'espace de l'intelligence camerounaise. Peu importe les engagements des uns et des autres. Mais lorsque vous avez une élite comme celle-là, le devoir de l'État, et je vais le dire avec beaucoup de force, mais calmement, est de les protéger. Vous savez, on me dit souvent, les premiers des classes parfois ne savent pas que leur place se trouve dans les laboratoires et non pas dans les arènes. Absolument. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps pour les joutes, n'est-ce pas, politiques. Et je pense que l'une des difficultés que l'intelligence camerounaise a, c'est de se positionner par rapport à cela. Et je voudrais ici dire à sa famille
et à tous ses amis que je suis un de ceux qui, lorsque son départ vers le royaume éternel a été annoncé, je me suis mis en prière pour que son âme repose en paix. Mais le Cameroun ne peut pas se permettre. Je ne sais pas quelle a été la pathologie première ou le motif de l'aggravation de son état de santé, mais je considère que le fait qu'il ait été embastillé pendant 9 mois n'a pas été étranger à l'accélération de son état de santé. Je crois qu'un pays doit faire attention à son élite. Lorsque une élite dont la mission est d'éclairer la cité et arrive, il faut la protéger et la mettre dans les conditions de pouvoir apporter la lumière, n'est-ce pas, à l'histoire du pays. C'est pour ça que je considère pour ma part que le départ de Christian Pendaye Koka est une grande perte pour la République, au-delà de toutes les considérations partisanes et politiques. D'accord. On l'a dit, cette semaine également, on a pu observer ou alors voir, découvrir ce message, il fallait dire pastoral. Mais au-delà de l'élan pastoral, c'est davantage le berger, évidemment l'archevêque de Douala, mais l'homme qui incarne la moralité religieuse, qui a interpellé la société au regard de cette dépravation des mœurs que l'on observe à travers les réseaux sociaux, dans l'espace public, à travers les médias, dans les discours. On voit que le débat, j'ai fait dire politique, est relativement tendu. Vous avez lu ce document-là et puis vous vous dites, est-ce qu'on est arrivé à l'apocalypse? Écoutez, moi je pense d'abord que le pasteur Cléda est dans son rôle. D'accord. D'interpeller, d'avertir et de dire que la fin de Sodome et Gomorrhe n'est pas si loin que ça dans ce pays. La dégradation de la morale au Cameroun a atteint des niveaux insoupçonnés il y a simplement 20 à 30 ans. Lorsque Monseigneur Cléda fait sa sortie, j'ai bien lu ici et là aussi qu'il aurait été critiqué parce que, n'est-ce pas, y compris dans l'Église catholique au Cameroun, il y a des comportements déviants. Absolument. C'est exact et je le confirme. Pour autant, est-ce pour cela qu'on ne doit pas donner l'alerte à ce qui nous arrive? Nous sommes entrés dans une société, je vais dire comme ça, de l'urgence. On a créé un système où il n'y a que l'urgence qui interpelle le pays. Plan d'urgence pour les jeunes, plan d'urgence triennal, plan d'urgence pour la CAN, plan d'urgence pour la Covid, plan d'urgence pour tout. Voyez-vous, dans une société comme la nôtre, à quoi sert l'urgence? L'urgence sert à éviter les règles de fonctionnement d'un état de droit normal. Et l'urgence a cette conséquence terrible. Quel est le terreau? Donc, sous prétexte de l'urgence, on sort des normes. C'est le fondement, c'est le terreau de la corruption. La corruption est la cause première de cette dépravation des mœurs. Parce que la voie est devenue, n'est-ce pas, l'objectif de tout un chacun dans notre société. Voyez-vous, quand vous demandez aux enfants à l'école qu'est-ce qu'ils voulaient devenir il y a 10 ans, ils vous disaient que je voulais être FEMA. Aujourd'hui, quand vous demandez à quelqu'un qui s'inscrit à l'ENAM, il veut faire partie des régies financières. En fin de compte, il doit être prêt là où il y a l'argent pour s'en accaparer et faire fortune facilement. Aujourd'hui, les gens qui essaient de construire, de bâtir, je dis souvent que ce qui se construit, ça c'est de mon père, ce qui se construit avec le temps résiste au temps. Mais ce qui se construit dans l'urgence disparaît comme tout ce qui arrive rapidement. Et la question sur la morale est une question fondamentale. Il faut réinstaurer, il faut réarmer moralement le Cameroun. Mais pour réarmer moralement le Cameroun, il faut convoquer à la fois la morale religieuse, la morale civique, c'est-à-dire l'école, la morale familiale et la morale politique. Quand vous regardez notre espace politique aujourd'hui, c'est un conglomérat d'individus qui en réalité ne vont pas en politique pour servir l'intérêt général. Les uns vont en politique pour s'enrichir, les autres vont en politique pour se protéger, et puis, etc., etc.
il faut ramener ce pays moralement. Je ne suis pas convaincu que le cri de Monseigneur Cléda soit inutile pour le pays. Et j'espère que ceux qui ont la direction de ce pays ont perçu l'importance de cet appel. Mais notez également que nous sommes entrés, au-delà de l'urgence, dans une société de violence. Le Cameroun aujourd'hui est un pays où tout le monde insulte tout le monde. Regardez les réseaux sociaux. Les gens n'arrivent plus à se parler. Regardez les plateaux de télévision. Les gens ne respectent même plus ce que nous appelons dans notre tradition séculaire le droit de l'Est. Les gens se croient tout autorisés parce qu'ils ont un micro ou ils ont un clavier. Cette violence qui aujourd'hui est en train d'envahir notre pays, regardez ce qui se passe dans le Nozo. Regardez ce qui se passe, qui s'est passé dans le Nord, hier et avant-hier. Regardez ce qui se passe dans notre frontière à l'Est. Cette violence est devenue l'instrument par lequel les gens pensent pouvoir se réaliser. Mais ce n'est pas simplement un phénomène national. Regardez ce qui se passe en Afrique du Sud. Mais est-ce que ceci n'est pas également le délitement de l'environnement politique? Je veux dire qu'en tant que gestionnaire de la cité, est-ce que ces hommes ne sont pas, je veux dire, les premiers responsables de ce délaissement social? Mais il est une évidence. Il est une évidence que les responsables politiques sont les premiers responsables de ce relâchement, n'est-ce pas, des comportements sociaux. À partir du moment où vous n'avez plus peur du gendarme, lorsqu'on sonne à votre porte, M. Dipita, le matin, je suis sûr que vous attendiez que ce soit le laitier ou le distributeur de journaux. Vous ne pouvez pas imaginer, je ne pense pas que vous puissiez imaginer que ce soit un gendarme. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens. Lorsqu'on sort à la porte le matin, à 6 h du matin, c'est l'heure où on peut arrêter quelqu'un chez lui. Il fuit d'abord, avant, il envoie son gardien vérifier si ce n'est pas, n'est-ce pas, le gendarme qui le cherche. Pourquoi? Parce que la morale a foutu le camp. Parce que le civisme a foutu le camp. Parce que la fortune publique est devenue l'objectif de tous. Comment pouvez-vous imaginer, M. Dipita, que dans un pays qui s'appelle le Cameroun, avec les richesses qui sont les siennes, on en soit à célébrer le fait qu'on ait pu réussir à aller s'endetter en Europe pour rembourser une dette? Comment se fait-il... À la du dernier rebond. Oui, comment se fait-il qu'on en soit à célébrer le fait qu'un ministre de la Santé communique tous les dimanches à la télévision, tous les soirs à la télévision pour annoncer des choses qui n'annoncent plus au demeurant? Comment se fait-il que la fortune publique soit aussi facile à détourner sans qu'on entende, sans qu'on sente que le premier d'entre nous ne prenne des mesures drastiques pour mettre un terme à ça? Moi, je voulais vous dire une chose. Lorsqu'on veut régler un problème, on ne crée pas des institutions fantoches pour essayer de dire qu'on lutte contre la corruption. Lutter contre la corruption, c'est un problème, c'est un petit problème, c'est pas compliqué. Si on veut lutter contre le tribalisme, ce n'est pas compliqué. Moi, je vous en demandais des exemples. Corruption, tribalisme, que faut-il faire sur le Il faut renforcer nos parquets. D'accord. Il faut créer un parquet financier national. Le TCS est là, mais le TCS a un handicap, c'est qu'on a supprimé le double degré de juridiction. Et ça, c'est une violation, n'est-ce pas, du principe de la présomption d'innocence. On a supprimé le double degré de juridiction. Si on veut garder le TCS, il faut rétablir le principe de degré de juridiction. Parce qu'en même temps qu'il faille traquer ceux qui prennent des libertés avec la fortune publique, il faut leur donner le droit de se défendre. Le tribalisme, la haine qu'on voit sur les réseaux sociaux, il faut renforcer les pouvoirs des parquets et créer des parquets spéciaux pour... Il me souvient, quand j'étais jeune avocat, il y a 35 ans, il y avait au parquet de Douala 2 ou 3 procureurs adjoints au procureur de la République dont la mission était de lire tous les journaux et déclencher des poursuites contre les journalistes ou les enquêteurs ou les interviewés qui portaient atteinte à l'ordre de la cotisation de tous. Il y avait une chambre spécialisée auprès du tribunal correctionnel de Douala. C'était les jeudis. Ces affaires-là passaient, c'est comme la 17e chambre correctionnelle auprès du tribunal, n'est-ce pas, de Paris. C'était systématique. Pour le tribalisme, il faut que nous fassions exactement la même chose. Le fait de se mettre sur un plateau de télé ne donne pas tous les droits.
Vous ne pouvez pas mettre en cause les individus comme ça, sans preuve, à la télévision. Ils font des affirmations grandiloquentes et disent « j'ai les preuves ». Mais non, vous n'avez pas le droit. Monsieur le député, vous ne pouvez pas m'inviter sur cette grande chaîne pour que je vienne jeter en pâture l'honneur et la considération de gens qui ne sont pas avec moi pour me contredire. Si je dis quelque chose qui est inexact, j'admets, j'accepte que quelqu'un vienne me dire le contraire. Mais pour cela, il faut qu'on produise les documents et les faits. C'est de cela qu'il s'agit. Lorsque l'état de droit recule, c'est le droit de la force qui prend le dessus. Et nous n'avons pas le droit d'accepter cela, quoi qu'en disent les uns et les autres. Et je le dis à tous ceux qui occupent l'espace public actuellement. Ils sont nombreux. Je ne les juge pas. Mais je dis qu'ils doivent faire attention aux déclarations grandiloquentes et parfois intempestives que j'entends sur les médias tous les jours et tous les soirs. Des fois, je n'écoute même plus parce que je me dis finalement, je m'approprie intellectuellement, j'y vais pour m'enrichir. Mais si je ne peux m'enrichir, je préfère m'abstenir. Et comme je n'ai pas le droit de les contredire, je garde ça pour moi. Vous avez le droit à la justice, ou du moins, le droit, en tant que citoyen, vous avez le droit évidemment. Mais je vous remercie. C'est pour ça que je lance un appel à tous les acteurs publics. D'abord, les politiques d'abord, de se ressaisir. Les injures que j'entends sur les plateaux, que je regarde votre chaîne, vos émissions, les plus prisées, je les regarde. Même en rediffusion, parce que je n'ai pas le don d'ubiquité pour être en direct sur toutes les chaînes. Mais il m'arrive de regarder ça tous les dimanches et parfois en semaine. Et je me dis, quelle violence! Pourquoi notre société est-elle devenue si violente? Vous en avez une idée? C'est parce sur le pourquoi? Parce que la règle n'est plus respectée. L'enfant n'écoute plus son père. L'élève n'écoute plus le maître. Bon, nous on peut faire ça parce que maître pour nous, absolument. Aujourd'hui, vous aimez les thèmes de professeurs, mais nous, on les appelait les maîtres, parce qu'ils étaient des conseillers, ils étaient des amis. Dans le sens noble du mot d'ailleurs, maître. Absolument, c'est les maîtres, on n'écoute plus le maître. On entend qu'un élève a poignardé son maître. Inacceptable, il y a quelques années de cela. Et puis, dans la cité, on ne respecte plus l'autorité de l'État. Le sous-préfet, quand il parle, vous avez quelqu'un dans la salle qui dit bon. Le préfet est la même chose. Le gouverneur, pareil. Quand le ministre prend une décision, le citoyen dit que j'ai d'autres possibilités. Mais est-ce que dans le même temps, l'autorité n'a pas fragilisé ce pouvoir que pour lequel vous demandez qu'on ait du respect? Quand je parle, vous aurez noté que je n'ai pas parlé de pouvoir. J'ai parlé d'autorité. Voyez-vous, dans la vie, il faut faire attention, parce que quand vous parlez de pouvoir, c'est comme si vous vouliez associer mon propos... Sur cette subtilité, je me reprends, en fait, pour mieux me faire comprendre. Je veux dire justement, est-ce que les garants de l'autorité n'ont-ils pas fragilisé cette autorité dont ils sont détenteurs? À travers peut-être des décisions fébriles, des décisions, j'ai failli dire pas souvent logiques, qu'ils prennent, ou alors des abus pour lesquels ils sont... Je vais me risquer de prendre un exemple pour que vous me compreniez bien. D'accord. Vous savez, la crise morale que connaît notre pays, puisque vous en avez parlé, elle vient de quoi? Elle vient du fait que des individus ont cru que pour être en responsabilité, ils étaient le détenteur du pouvoir souverain. Alors qu'en fait, ils n'étaient que détenteurs précaires de ce pouvoir-là. Les serviteurs. L'exemple que je prends, oui. Les anglo-saxons ont quand même des termes extraordinaires. Je vous ai parlé du content of court, mais je vous parle aussi des civil servants. Un fonctionnaire, ça ne décrit pas très bien ce que c'est qu'un fonctionnaire. Mais dans le système anglo-saxon, c'est le serviteur du peuple. Voilà comment on appelle le fonctionnaire. Je vais vous prendre un seul exemple, qui touche à une question extrêmement sensible dans ce pays. C'est la question de la terre. Le foncier. Le foncier. Le foncier va être au cœur de la crise la plus violente que le Cameroun, s'il y prend garde, va connaître. Je vais vous dire, je vais vous prendre un exemple pour vous montrer bien. Aujourd'hui, ce que fait le MINCAF dans ce pays est inacceptable. Concrètement, qu'est-ce qu'il fait le MINCAF? Vous savez, quand vous regardez l'espace foncier du Cameroun, les gens qui ont leur titre foncier depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans, et le ministre s'assied dans son bureau
et je peux vous en citer 10 exemples. Il prend l'arrêté et dit j'annule le titre foncier du montage. C'est inacceptable. Ce qui s'est passé en 76, 74, 76 dans ce pays, quand le président Ejo a vu que ce qui divise le monde, ce qui crée les guerres, c'est deux choses. La terre et l'eau. Je parle de la Palestine. C'est la guerre la plus ancienne dans notre histoire moderne. Ils se battent pour la terre et pour l'eau. Ejo a dit stop. Tout le Cameroun appartient à l'État. Cependant, les individus, pour des raisons historiques et coutumières, peuvent accéder à la propriété. Et l'acte qui consacre la propriété foncière, ça s'appelle le titre de propriété. C'est la certification de la propriété foncière. D'où vient-il qu'un membre du gouvernement qui occupe cette fonction pendant 30 ans depuis la deuxième fois, parce qu'il a été il y a 20 ans, extraordinaire ministre à l'époque. Comment se fait-il qu'il a oublié ce qu'il faisait il y a 20 ans? Que vous soyez dans la Salaga maritime, dans le Vouri, à l'est ou à l'ouest, il annule tout. Et quand vous grattez un peu, vous vous rendez compte que ces annulations sont déclenchées par des gens intéressés. Il faut faire attention au foncier dans ce pays. Si nous ne gardons pas le foncier pour les générations à venir, si nous ne protégeons pas la terre de ceux dont les entrailles sont... Il faut même protéger certaines communautés. L'argent ne justifie pas tout. L'argent ne peut pas justifier que l'on s'accapare des biens immobiliers partout et n'importe comment. Ma conviction profonde est que le vivre ensemble suppose qu'on admette que les premiers occupants d'un espace aient quand même la possibilité de s'installer. Moi, je vous dis quelque chose, monsieur Dipita. Moi, j'ai des amis, des confrères, des princes, voilà, qui sont installés à Bonabéli. D'autres qui sont à Macapé. Je leur dis toujours, expliquez-moi comment vous faites alors que votre famille fondamentale est à Bonapriso, à quoi, à Deido pour vous retrouver à Bonapriso. C'est inacceptable. Ce que nous revendiquons pour nous, pour la République, c'est cela, un traitement égalitaire des uns et des autres. Et l'État doit faire l'effort de les accompagner. Pour qu'ils soient installés, je m'excuse de dire ça comme ça, je sais que je vais faire l'objet de critiques énormes. Demain, il faut que les gens puissent s'installer chez eux. C'est très important. Moi, je suis moi, je dis toujours comme ça, je suis un savoir de la 3e génération. Absolument. Parce que mes enfants sont nés ici. Mais dès que j'ai un espace pour moi, pour faire dormir mes enfants, ma famille, c'est bon. Pourquoi voulez-vous que j'ai 10 titres fonciers à Douala? Pourquoi? Parce que j'ai de l'argent. Aucune importance. C'est une question culturelle fondamentale que l'État doit absolument protéger. Si on ne fait pas ça, les conflits vont être terribles demain. Et à ce moment-là, il sera toujours trop tard. Ce qui s'est passé au Nord, ce qui est en train de se passer encore au Nord aujourd'hui, c'est lié à quoi? C'est lié à la question palestinienne, à la terre et à l'eau. Il y a un problème. L'État n'a pas réussi à apaiser les contentieux sur la terre, n'a pas réussi à faire en sorte que le lac Tchad, qui en fait était le premier fournisseur de l'aliment fondamental des populations riveraines, ne soit renouvelé. Il s'agit de cela. J'ai pris ces deux exemples pour vous montrer que nous sommes à la lisière de quelque chose de grave. Notre société est en délitement et la morale publique est en danger. Il faut donc un réarmement moral. Et j'invite, après Monseigneur Cléda, les intelligences de ce pays, d'où qu'ils viennent, de corriger leur discours politique, d'arrêter de se déchirer sur les plateaux de télévision et sur les radios au nom d'une idéologie, je ne sais pas d'où elle sort d'ailleurs de toute façon, mais de se souvenir que la liberté n'est rien sans la dignité. Comme nous disait Sékou Touré. On embraye les 20 dernières minutes de cette émission. Je voudrais vous suggérer à présent qu'on parle d'une autre actualité assez pressante d'ailleurs.
elle n'est pas que locale, elle est internationale. La Covid, vous le savez, cette pandémie, qui depuis le mois de mars ici au Cameroun, mars 2020, est définitivement rentrée dans nos habitudes. Tout récemment, à Yaoundé, le gouvernement a reçu une première dose, du moins une dose de vaccin Johnson & Johnson, qui, comme vous le savez, est désormais disponible pour ceux qui veulent bien se faire vacciner. Reportage, et puis derrière, on vient débattre de cela. C'est l'African Vaccine Acquisition Trust qui fait parvenir ses 158 400 doses de vaccins Covid-19 au Cameroun. Cette livraison vient renforcer l'offre vaccin Covid-19 dans le pays pour répondre à la demande croissante de la population. Ces doses reçues sont déployées depuis ce matin dans les centres de vaccination pour les populations éligibles qui pourront s'en procurer au même titre que les autres vaccins acquis par le gouvernement, si l'on s'en tient au dire du ministère de la Santé publique. Cette livraison fait partie d'un total de 6,4 millions de doses de vaccins qui seront expédiées aux États membres de l'Union africaine en août 2021. Les États membres qui ont passé leur commande de vaccins par le biais de l'African Vaccine Acquisition Trust continueront à recevoir des expéditions au cours des prochains mois. En collaboration avec la plateforme africaine de fourniture médicale, l'UNICEF fournit des services logistiques et de livraison aux États membres. Ces livraisons font partie de l'accord historique d'approvisionnement anticipé en vaccins Covid-19 signé le 28 mars 2021 par l'African Vaccine Acquisition Trust pour l'achat de 220 millions de doses du vaccin Covid-19 à l'injection unique de Johnson & Johnson avec la possibilité de commander 180 millions de doses supplémentaires. L'accord et le début des livraisons marquent la première fois que les États membres de l'Union africaine achètent collectivement des vaccins pour préserver la santé de la population africaine. Au total, les 400 millions de vaccins acquis par l'AVAT sont suffisants pour immuniser un tiers de la population africaine. Un financement de la Banque mondiale a été mobilisé pour permettre un accès abordable et équitable aux vaccins Covid-19 et contribuer à assurer un déploiement efficace des vaccins au Cameroun. Dans le cadre de la réponse à la pandémie, sous le projet de préparation et de réponse au Covid-19 au Cameroun, la Banque mondiale soutiendra l'achat et le déploiement des vaccins. En plus de soutenir la réponse du gouvernement au Covid-19, le projet contribuera à de nombreux efforts. Voilà donc qui est dit. Monsieur le bâtonnier, je suggère qu'on essaie de débriefer cette actualité en deux temps. D'abord sur le plan de la riposte proprement dite, donc le plan sanitaire purement volet technique. Mais après, vous savez que la gestion de cette pandémie au Cameroun fait l'objet de tout un scandale. D'abord sur le plan de la riposte. Avez-vous le sentiment que le gouvernement jusqu'à présent a pris les mesures, il donne les bonnes mesures pour contenir, voire limiter les dégâts de cette pandémie? Écoutez, M. Dipta, si vous suivez mon compte Facebook, je fus parmi les premiers à avoir demandé au président de la République de mettre le Cameroun en quarantaine. Absolument. J'avais demandé au chef de l'État, compte tenu des risques de cette maladie dont personne n'avait les éléments. C'est une maladie nouvelle, aucun scientifique ne pouvait nous dire ce que c'était. Mais j'ai été favorablement impressionné par la réaction du chef de l'État parce qu'en réalité, il a décidé qu'on ne mettra pas le pays en quarantaine. Parce qu'en fait, notre structure sociale et économique était extrêmement faible. Et que si on le faisait, on ne s'en sortirait pas. Des dérives, des violences sociales, compte tenu, n'est-ce pas, la précarité dans laquelle vivent les strates de nos sociétés, n'auraient pas survécu. Et je voulais le dire ici, tranquillement, que sur ce point, il a eu raison. Deuxième chose, la pharmacopée traditionnelle. Moi, je puis vous le dire. Nous avons, dans ce secteur, des gens extraordinaires. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont été un peu menacés par... et qui se sont fait soigner par la solution Cléda. Il y en a d'autres qui ont mis sur le marché privé des produits qui non seulement soulagent, mais soignent. Mais non seulement soignent, mais préviennent. Absolument. Donc, globalement, bon, ceux qui disent que c'est Dieu qui protège le Cameroun, je dis, c'est bien. Ils ont peut-être raison. C'est bien, ils ont le droit de dire cela, mais j'indique simplement que la stratégie qui a été utilisée n'était pas complètement mauvaise dès lors qu'on a laissé la pharmacopée traditionnelle développer ses talents. Et on sait aujourd'hui, en analysant les principes actifs de ces médicaments traditionnels, qu'ils sont efficaces. Absolument. Ça soigne, ça prévient. Maintenant, pour revenir à la médecine moderne, nous avons vu des médecins
déployé des talents extraordinaires. Je ne veux pas le citer parce qu'on va dire que je fais sa publicité. Mais je peux dire quand même où est sa clinique. C'est l'ancien immeuble Camer, où le personnel Camer est logé. Ce médecin est exceptionnel. Il a compris. Quand vous entrez dans sa clinique, vous avez l'impression d'être dans un espace surnaturel. Parce que les bouteilles d'oxygène sont placées comme si c'était dans les films de fiction. Parce qu'il a compris avant tout le monde qu'en réalité, c'était un problème qui s'attaquait d'abord aux organes respiratoires. Il a prévenu. Et je peux vous dire que beaucoup de mes amis qui sont passés par là, même ceux venant de Yaoundé, y compris ceux qui sont dans la task force, ont été soignés par lui. Je ne fais pas de publicité, mais il était juste que je le dise sur votre plateau. Mais malheureusement, cette riposte qui aurait dû être graduelle, efficace et puis permanente, malheureusement pour des raisons que nous allons évoquer, peut-être parce que vous avez dit que vous me posez une question en deux temps, pour des raisons financières qui n'ont pas suivi, n'est-ce pas, l'engagement politique initial. Et sans transition, vous avez embrayé le deuxième temps. Justement, la gestion de cette affaire. Je veux dire qu'aujourd'hui, le TCS aurait pu s'en passer. Lui qui a d'autres dossiers sous la main. Les responsables, en premier, sont tous les jours les membres du gouvernement et autres, certains fournisseurs. Et puis on a eu cette actualité à l'Assemblée nationale où la Chambre des comptes a souhaité que ce rapport soit publié, mais il n'est jamais arrivé là-bas. Vous, le bâtonnier, vous dites, jusque-là, on ne joue pas franc jeu. Écoutez, moi je vais être extrêmement clair avec vous sur cette question. D'abord, je vais prendre vos questions en trois temps. Dans un premier temps, je voulais indiquer que lorsque cette pandémie est déclarée, il y a un fonds qui est créé par le chef de l'État contre le Covid. Absolument. Et je parle d'un fonds spécial de contribution où beaucoup d'argent a été mis. Le chef de l'État, je crois aussi, a mis 1 milliard, etc. Absolument. Et puis il y a la contribution des partenaires internationaux des 180 milliards dont on parle tous les jours. Et la question qui se pose aujourd'hui est celle que sont devenus les dons du fonds spécial. Et que sont devenus les 180 milliards. N'est-ce pas? Absolument. Mais maintenant, la Chambre des comptes fait son rapport et qui met en exergue un certain nombre de dysfonctionnements en indiquant que c'est sous réserve du principe du contradictoire. Absolument. Parce qu'on n'a pas pu confronter tout le monde. Ce sont les informations que nous recevons, n'est-ce pas, du gouvernement. Certains ministres ont refusé d'y aller, de répondre. Il se trouve que derrière, il y a eu, n'est-ce pas, le TCS, et puis il y a eu le Conseil supérieur de la magistrature, et puis le ministre des Finances. Pardon. Le dernier contrôle. Oui, le dernier rapport que nous avons dans cet imbroglio, c'est le rapport du ministre des Finances qui vous dit qu'après que le Premier ministre ait décidé de distribuer à 23 ministères un certain nombre de fonds pour la riposte du Cameroun contre la Covid, le ministre des Finances vous dit, oui, j'ai distribué. Mais voici les ministères à qui j'ai distribué les fonds. Mais il ne vous aura pas échappé que lorsque le rapport de la Chambre des comptes sort sur les dénonciations des uns et des autres, on a, n'est-ce pas, ciblé un certain nombre de ministères, dont certains, je ne vais pas citer parce qu'on va encore dire que je suis intéressé, ont été blanchis par le ministre des Finances. Les 6 milliards, par exemple, sur un certain ministère, absolument. Le ministre des Finances nous dit, page 88 de son rapport, je n'ai pas donné un franc à ce ministère-là, donc arrêtez de... etc. On a commandé des journaux pour taper sur un certain nombre de ministres. Et puis le ministre des Finances dit, mais non, je n'ai pas donné l'argent à ces ministères-là. Dernier point, c'est ce que vous vouliez appeler, mais vous ne l'avez pas dit, c'est le Covid-Gate. C'est une affaire d'une extrême gravité. Vous avez, monsieur Dipita, quand votre femme est enceinte et qu'elle va accoucher, et que, admettons que vous ne soyez pas là, mais que vous donnez les moyens pour qu'elle soit transportée dans un centre hospitalier, qu'elle le fasse dans les conditions idoines.
et que votre préposé prenne l'argent que vous avez laissé, disparaisse dans les Sissongo, comme on dit vulgairement dans nos quartiers, et que votre épouse se retrouve en difficulté, et que soit l'enfant, soit la mère, n'est-ce pas, ne survivent pas à l'accouchement. La question est, on fait quoi? Où sont passés les 180 milliards et où sont passés les dons, les fonds du compte spécial? Le pays a besoin de réponses. À ce stade, je vous ai assez introduit. Entre les enquêtes du contrôle supérieur de l'État, le compte soupé, ceux du tribunal criminel spécial, avez-vous le sentiment qu'on a déjà eu la réponse? Moi, je crois. Moi, je crois qu'on s'achemine vers des clarifications indispensables. Il n'est pas possible que cela se passe, j'allais dire, comme d'habitude. Il faut clarifier ce dossier parce qu'en réalité, il est au cœur, n'est-ce pas, d'une séquence exceptionnelle pour le pays. La santé, vous savez, vous pouvez être pauvre. Absolument. Mais si vous êtes en santé, vous vous battez, vous résistez. Absolument. Vous comprenez? On ne peut pas toucher à la vie. La santé, c'est la vie. Et vous savez qu'il y a dans l'espace public beaucoup qui ne partagent pas la même sérénité, qui ne sont pas optimistes. On regarde peut-être des anciens scandales. On a parlé tout à l'heure, vous le citiez, la CAN, l'organisation de ces stades dont on ne sait pas trop ce que sont devenus tous ces milliards. Il y a des scandales antécédents. Pour ce Covid-Gate, beaucoup estiment que tout au monde pour calmer et jouer peut-être des régulateurs, le gouvernement n'ira peut-être pas jusqu'au bout. On pourrait sacrifier 2 ou 3 personnes et puis basta, on enterre l'affaire. Écoutez, M. Dipita, ils ont le droit de penser et de faire des procès en sorcellerie. D'accord. Mais ce que je vous dis, ça ne se passera pas comme ça. Parce que si ça se passe comme ça voulait dire que le Cameroun n'est plus le Cameroun. Et que les citoyens sont devenus des moutons de Panurge. Car en fin de compte, la capacité d'indignation que j'ai vue dans l'affaire Rebecca, vous voyez que je retombe sur mes pieds. Et je félicite tous ceux qui se sont indignés. Lorsqu'un peuple oublie sa capacité à s'indigner devant l'injustice, on me dira que c'est parce que c'était elle. Mais lorsqu'un peuple est capable de faire ce que j'ai vu, cette mobilisation, c'est extraordinaire. Une petite brèche pour revenir sur Covid-Gate. Vous savez par exemple que le ministre d'État, en fait dans sa qualité de secrétaire à la communication du RDPC, a réagi suite à la sortie de Taïba Nagui sur l'affaire Rebecca. Vous dites une ingérence? Non, je ne peux pas dire que c'est une ingérence. D'accord. Parce que Rebecca, bon, pour ceux qui sont introduits le savent, elle est américaine. Donc par conséquent, les autorités américaines sont dans leurs droits. On appelle ça la protection diplomatique. Absolument. C'est ce que nous allons espérer que tous nos ambassades, partout dans le monde, lorsqu'un Camerounais est en difficulté, qu'il élève la protection diplomatique pour les défendre. Et je dis, l'ambassadeur américain, les autorités américaines, c'est une américaine. Comme l'écrivain Gadan. Vous avez vu, quand le Cameroun a voulu, on l'a embastillé, les États-Unis ont levé la protection en disant que c'était un Américain et on l'a expulsé. Donc par conséquent, pour moi, ça ne me pose aucun problème. On referme la brèche et on finit avec le Covid-19. Tout à fait. Donc on parlait donc du rôle de la justice, quant à savoir si elle fera peut-être ses enquêtes, elle donnera ses conclusions, mais est-ce qu'on ira jusqu'au bout? Moi, j'ai la conviction, M. Dipita. D'accord. Je ne veux pas révéler des secrets d'État. Moi, j'ai la conviction que dans cette affaire, la justice a les mains libres. Ok. Voyez-vous, je connais les officiers, n'est-ce pas, de corps spécialisés de la police judiciaire auprès du tribunal criminel spécial. Je puis vous dire, parce que, de par mes réseaux et mes relations, ce sont des gens incorruptibles. Sinon, des gens comme M. Alain Bengo ne seraient pas là où il est aujourd'hui. Ce sont des gens qui ont été formés à la bonne école. D'accord. Et qui ont la morale chevillée au cœur. Donc la justice ira jusqu'au bout. Je puis vous dire également que Madame le procureur général près de ce tribunal... Madame Baomi. Non, ce n'est pas elle. Je vais revenir sur elle. D'accord. Je parle de Madame le procureur général. Oui. Pas la présidente, la procureure générale. C'est elle qui mène les enquêtes.
je puis vous dire qu'à chaque fois qu'elle aura la preuve que des personnes ont attenté à la fortune publique dans cette affaire, elle sévira. La seule chose que nous pouvons lui demander, c'est de ne pas se tromper de cible qu'on lui annonce par avance. Et enfin, je puis également vous dire, parce que c'est le dernier palier, que madame la présidente du tribunal criminel spécial, dont vous venez de donner le nom, elle tranchera en toute indépendance et elle n'enverra pas, n'est-ce pas, au bagne des gens innocents. D'accord. Et que ceux qui ont joué avec les règles des marchés publics, ceux qui ont créé, je vous ai parlé en début d'émission de l'urgence, que nous avons créé une société de l'urgence. On attend l'urgence pour essayer de détruire l'argent. Quand je reprends la formule du président de la République, ils vont finalement rendre gorge. Vous parlez, c'est bien de Justine Emengounou, qui est procureure au tribunal criminel spécial. Je ne voulais pas la citer parce que, vous savez, quand vous citez les noms, on a l'impression que vous avez... C'est une personne publique. Vous avez l'impression que, quand vous citez les noms, les gens disent « Ah, il doit la connaître ». Mais bien entendu, je la connais, mais ce n'est pas une raison pour me mettre en difficulté. Maître, j'ai pris le temps je ne fais pas de façon triviale, à vous boire, je n'ai pas vu le temps passer. J'aurais bien voulu qu'on dise un mot sur cette histoire entre la Ligue de football professionnel et la Fédération camerounaise de foot, pour laquelle histoire le tribunal, le TAS, tribunal arbitral du sport, a donné raison cette semaine à la FECAFOOT quant à l'organisation des championnats. Vous allez peut-être dire un mot, on aurait pu voir un reportage, mais malheureusement le temps nous tient à la gorge. Vous dire un mot dans ce conflit ping-pong, dont l'un des derniers rebondissements est la suspension du secrétaire général de la FECAFOOT. On voit la Ligue de football, la fédération qui est en conflit. Au sein de la fédération, là également, il y a des conflits. Nous sommes à moins de 6 mois d'une compétition capitale, dont le tirage au sort, c'est dans 2 jours. Vous vous dites? Je vais être simple. D'accord. L'opportunité et le politique l'a emporté cette fois sur le droit. C'est-à-dire? Vous savez, nous avons une Coupe d'Afrique des Nations que nous devons organiser. Absolument. Il nous faut une fédération debout. Ça, c'est sûr. Donc, par conséquent, tout a été mis en œuvre pour que cette fédération soit. Laissons passer. Loin de la règle. Oui. Ou alors indépendamment de la règle. J'ai dit que l'opportunité et le politique ont pris le pas sur le droit. Si vous étiez habitué au débat juridique, vous aurez compris. Mais j'explique pour vos téléspectateurs. C'est qu'en réalité, si nous avions suivi la règle de droit, je pense que le Cameroun eût été dans une situation extrêmement compliquée. Mais la FIFA a fait ce que font tous les politiques, a trouvé des astuces techniques pour maintenir l'exécutif en place après que le TAS l'eut annulé. Parce qu'en droit, les mots ont un sens. Et puis, le TAS vient encore de dire que l'exécutif qui a retiré son notion à la Ligue professionnelle a eu raison. Mais comme c'est la dernière instance en matière sportive, ça arrange notre pays, ça arrange, n'est-ce pas, l'organisation de la Coupe du Monde, des éliminatoires de la Coupe du Monde et l'organisation de la CAN. Mais je vous le dis, je vous le prédis, ce n'est pas la fin des conflits à la FECAFOOT. Parce que chaque fois qu'on prend des libertés avant la règle de droit, ça vous retombe dessus. Parce que lorsque vous violez les principes pour lesquels vous avez consenti à être dirigé, ça retombe sur tous ceux qui ont usurpé les fonctions qui ne sont pas les autres. C'est tout ce que je peux dire par rapport à ce conflit. Et je suis de ceux qui pensent qu'il faut laisser les choses courir pour que le Cameroun reçoive la CAN. Mais vous avez vu, comme pour les Olympiades, absolument, on a tellement bagarré pour le pouvoir qu'on a oublié d'entraîner les joueurs, de préparer une équipe pour qu'elle puisse affronter avec tous les armes possibles nos adversaires qui sont déjà en entraînement depuis au moins 1 an pour la CAN. Je ne suis pas certain que nous aurons une équipe extrêmement compétitive. Et je le regrette parce que je pense que le Cameroun mérite mieux. Merci infiniment, monsieur le bâtonnier. On peut vous garder tout le temps. Malheureusement, on n'a qu'1 heure, 52 minutes.
On aura le plaisir de vous faire venir à nouveau si l'actualité... Écoutez, je vous remercie de m'avoir convié à cet échange. Et je suis heureux d'avoir rompu un silence qui commençait à interroger beaucoup de gens. Parce qu'en fin de compte, les gens se demandaient pourquoi il a disparu sur les écrans. Mais on se demandait davantage si lui n'est-il pas également en Suisse. Façon de parler. Pourquoi pas? Merci infiniment et merci davantage. Et merci aussi pour l'honneur que vous nous faites de rompre ce silence sur cette antenne. Vous savez que c'est toujours un plaisir de vous avoir, de vous écouter et de profiter de vos analyses. À vous également à la maison, merci infiniment d'être resté regarder cette autre édition de Face à l'actu. C'est dimanche, demain est férié, donc retour au travail mardi. En attendant, bon début de semaine.